Hola a todos, les curieux et curieuses des sujets qui nous entourent, et principalement ceux de la finance. Si toi aussi tu es comme moi, tu n'arrives pas à te souvenir des notions que tu viens d'apprendre sur l'économie, sur la finance en général, eh bien cette chaîne-là est faite pour toi. Toutes ces notions, on va les expliquer de manière simple, ludique, et surtout qui se gardent à l'esprit. Allez, à tout de suite. Eh bien, tout a commencé il y a environ 11 000 ans, plus précisément au début du néolithique, c'est-à-dire la période de la préhistoire où il y a eu l'adoption de l'agriculture et l'élevage comme mode de vie. Eh bien, l'être humain a commencé à se regrouper en tribus. Certains polissent le granit pour faire des armes et des outils. Il y a d'autres qui sont des chasseurs-cueilleurs nomades qui commencent à cultiver et à élever des animaux, mais aussi ils se sont retrouvés en train d'échanger des objets dont ils ont besoin chacun. Et c'est là où il y a eu l'apparition du troc. Ce qui nous mène à définir le troc comme étant l'opération par laquelle on échange un bien contre un autre, ou un service contre un autre, ou un bien contre un service. L'homme, par la suite, a constaté que le troc présente plusieurs inconvénients. On en cite principalement la difficulté à trouver une correspondance. Et le troc doit impérativement satisfaire la condition qui est la double coïncidence des besoins. Si moi, par exemple, je dispose des tomates et je cherche à avoir du riz, l'autre en face dispose du riz, mais il doit aussi avoir besoin des tomates pour que le troc puisse se réaliser. Sinon, l'opération n'aura pas lieu. Et du coup, il fallait opter pour un autre moyen d'échange et de paiement qu'on va développer par la suite. Le plus simple était de trouver un produit que tout le monde cherche, et il ne resterait alors que proposer un prix pour concrétiser l'échange. Et the produit, on en trouve partout et beaucoup, et il a pris plusieurs formes. On en cite d'ailleurs le sel qui conserve la nourriture, de la monnaie marchandise sous forme de coquillage qu'on appelle le kori, et aussi d'autres formes de monnaie marchandise comme le tabac, les fèves de cacao, du thé, etc., etc. Et toutes ces marchandises disposent d'une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a une forte valeur en elle-même. Et du coup, ça les rend un produit que tout le monde veut. C'est ce qu'on appelle la monnaie marchandise, et qui présente d'ailleurs plusieurs avantages. Elle est facile à transporter, elle est assez rare pour garder sa valeur stable dans le temps, se conserve et ne se détériore pas, et aussi elle est facilement divisible afin de permettre l'échange contre d'autres choses. C'est ainsi que ça s'est développé, ces monnaies marchandises, à travers tout le globe terrestre. Par exemple, à l'Extrême-Orient, il y avait le thé avec ses diverses qualités qui était la monnaie d'échange sur cette région. On trouve aussi le kori sous diverses couleurs et tailles qui s'est développé dans le Pacifique, dans l'Extrême-Orient et dans tous les pays d'Afrique jusqu'au XXe siècle. Quant au peuple natif du Canada et de la côte ouest des États-Unis, il y avait les plaques de cuivre ouvragées comme monnaie marchandise. Et pour les légionnaires romains, on payait leur travail et leur effort par le sel, d'où l'origine du mot salaire. Mais cette monnaie primitive était disponible partout et n'est plus une monnaie rare. Du coup, elle a perdu sa valeur intrinsèque et il fallait impérativement switcher vers un autre moyen d'échange. Et il fallait alors trouver quelque chose que tout le monde cherche, mais aussi qui garde sa valeur, d'où le recours à la monnaie métallique, principalement l'or et l'argent, et qui sont passés d'ailleurs par des étapes. Il y a eu tout d'abord la monnaie pesée, tout simplement parce que l'or et l'argent circulaient sous forme de morceaux de métal sans poids ni forme précise. Et pour toute transaction, il fallait impérativement peser et vérifier la pureté du métal. Cependant, le fait de recourir à la pesée n'était pas du tout pratique et il fallait passer vers la monnaie comptée, c'est-à-dire des morceaux plus ou moins égaux comme des lingots d'or. Mais ils ont constaté par la suite qu'il y avait de la triche dans la composition de cette monnaie et il fallait une autorité ou un prince qui garantit cette monnaie, d'où la création de la monnaie frappée. Mais la monnaie qui circulait à travers les différentes caravanes marchandes était la cible des bandits et de cambriolage. Et les populations ont recours par la suite aux orfèvres, c'est des négociants en métaux précieux qui disposent d'un coffre sécurisé pour garder leur argent. Et ce, contre la remise d'un certificat de dépôt nominatif qui est représentatif de la monnaie, qui lui permet de récupérer à tout moment le métal précieux qu'il a rapporté. Et lors des retraits, les orfèvres demandaient une petite somme contre le service de stockage qu'ils ont accompli. Et par la suite, ces certificats de dépôt devenaient non nominatifs, où était simplement inscrit le poids du métal précieux qu'ils représentent. D'où la création de la monnaie fiduciaire, de fidus, en latin qui veut dire confiance. Et cette monnaie fiduciaire, elle représente aujourd'hui à peu près 10% des transactions qui se passent dans le monde, à l'encontre de la monnaie scripturale qui représente le reste, c'est-à-dire 90%, et qui est tout simplement l'écriture qui figure dans ton compte bancaire. Et là, aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle la monnaie virtuelle, qui est définie comme une unité de compte stockée sur un support électronique créé non pas par un État, mais un groupe de personnes est destiné à régler les échanges multilatéraux de biens ou de services au sein de ce groupe. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette capsule. À très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique, bien sûr finance et économie. Ciao ciao.